Saviez-vous que 39% des entreprises ferment au bout de 5 ans parce qu'on ne vous dit pas que le mauvais statut juridique peut tuer votre business avant même qu'il commence? La bonne nouvelle, c'est que créer son entreprise en 2025 paraît bien plus simple qu'il n'y paraît lorsqu'on est bien accompagné. Que vous soyez sur le point de créer votre entreprise ou que vous ayez déjà essayé mais sans succès, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations au bon moment. Aujourd'hui, on va voir les bases essentielles pour créer son entreprise en 2025. Le bon statut juridique, les étapes clés, les erreurs à éviter également. Vous avez une idée d'entreprise, vous avez un projet qui vous trotte dans la tête depuis plusieurs mois, peut-être même des années, mais voilà, il y a un premier obstacle qui vous bloque, le choix du statut juridique. Je sais ce que vous vous dites, je vais me planter, c'est trop compliqué, et si je fais le mauvais choix? Et vous avez raison d'y penser, parce que le statut, c'est la base. Se tromper, ça veut vouloir dire payer plus d'impôts que nécessaire, être probablement mal protégé, ou même galérer avec des obligations administratives que vous auriez pu probablement éviter. D'ailleurs, un entrepreneur sur deux regrette le choix du statut seulement 1 an après. Pourquoi? Parce qu'ils ont foncé sans réellement comprendre ce qu'ils signaient. Mais pas de panique, aujourd'hui, on va le faire ensemble. Les 3 questions essentielles avant de choisir un statut. Première question, combien allez-vous gagner? Cette question, elle a un impact sur le choix du régime fiscal, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, mais également sur le choix de la TVA, avec les différents régimes qui existent comme mensuel, trimestriel ou même annuel. Travaillez-vous seul ou avec des associés? Là, on va avoir un impact du coup sur la forme juridique, sur le statut que vous allez définir. Et la dernière question, voulez-vous protéger votre patrimoine personnel? Cette question, elle aura un impact du coup avec la différence entre l'entreprise individuelle et le statut de société. D'ailleurs, au sein de notre cabinet, on a des conseillers qui vont pouvoir vous aider à répondre à vos questions et vous accompagner à choisir le meilleur statut, le plus adapté en fonction de vos besoins personnels comme professionnels. Pour vous aider, on va comparer les différents statuts juridiques qui existent en France. Pour démarrer, on va parler de la micro-entreprise. C'est le statut qui a été créé, qui a été lancé par l'État pour favoriser l'entrepreneuriat. C'est un statut qui est ultra simplifié d'un point de vue administratif. Pourquoi? C'est gratuit pour ouvrir, gratuit pour fermer. Vous avez une déclaration à faire auprès de l'URSSAF, qui va être du coup la déclaration de votre chiffre d'affaires que vous allez encaisser tous les mois, qui va permettre le calcul de vos cotisations sociales. C'est simple, c'est rapide, mais vous avez du coup quand même des seuils à respecter, c'est un statut qui est plafonné. C'est idéal justement si vous souhaitez tester votre business, lancer votre activité pour voir comment ça fonctionne. Le chiffre d'affaires, il est limité à 77 700 € lorsqu'on est du coup prestataire de service. Petite info, ce n'est pas 77 700 € du coup de chiffre d'affaires pour toutes les activités. On parle bien de la prestation de service. Pour la partie commerce par exemple, on est sur un seuil qui est du coup plus élevé en fonction de son activité. Côté cotisation sociale, que je vous ai indiqué juste avant avec l'URSSAF, on est sur des cotisations qui sont allégées. On a un montant qui est moins élevé qu'en société, qu'on va voir après. On est, pareil, pour la prestation de service à 24,6%. C'est aussi voué à évoluer sur 2026, on va augmenter tout de même. Également, autre information qui est importante en micro-entreprise, c'est que vous n'avez pas la protection de votre patrimoine personnel. C'est vous, en tant que personne physique, qui êtes responsable de votre activité. Autre point important pour vous, c'est la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas soumis à la TVA au démarrage, entre 0 et un certain seuil. À l'heure actuelle, le seuil il est de 37 500 €. C'est-à-dire qu'entre 0 et 37 500 € de chiffre d'affaires, vous ne mettez pas la TVA sur vos prestations, sur votre chiffre d'affaires. Par contre, pensez bien du coup à surveiller le seuil et vos différentes factures, parce que c'est à vous d'alerter l'administration, du coup les impôts. Et c'est la même chose que pour du coup le seuil de la micro-entreprise. Pour la TVA, le seuil n'est pas le même aussi pour la partie commerce. On est sur un seuil qui est également plus élevé. On est à 85 000 €. Et concernant du coup la TVA, vous avez également un seuil. Pour tout type d'activité, depuis le 28 février, l'État a décidé d'alléger du coup le seuil, de le baisser. Et donc on est du coup sur un seuil à 25 000 €. Donc entre 0 et 25 000 € de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de TVA à déclarer. Au-delà, il va falloir mettre la TVA sur vos prestations, sur vos ventes que vous allez avoir. Pensez bien du coup à alerter l'administration, alerter les impôts lorsque vous dépassez le seuil, parce que c'est vous qui devez l'alerter et non l'inverse. L'administration viendra seulement 1 an après pour vous dire, bah voilà, vous avez dépassé le seuil. C'est à vous de régler la TVA. Le statut au-dessus de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle au régime réel. Donc c'est un statut qui va être beaucoup plus souple que la micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déduire les dépenses en lien avec son activité. On va pouvoir aussi avoir la possibilité d'avoir une option impôt sur les sociétés qui va vous permettre d'avoir la notion de rémunération, de salaire. Donc vos cotisations sociales, votre impôt sur le revenu sera calculé sur la réalité de ce que vous allez toucher. Contrairement du coup à la micro, ou si on est au régime impôt sur le revenu en entreprise individuelle, où on est imposé sur le résultat de l'entreprise. On va démarrer du coup sur le statut de la SASU, ou SAS du coup SAS, lorsqu'on est plusieurs associés. Il faut savoir que SASU, c'est lorsque vous êtes tout seul. C'est un statut qui est ultra avantageux lorsque on est soit salarié en parallèle, si on a une activité en parallèle, ou alors qu'on est indemnisé par France Travail, qu'on a le droit au chômage.
C'est un statut qui va du coup être avantageux. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir passer des dépenses, on va pas prendre de rémunération dessus, donc on payera pas de cotisation sociale obligatoire, il n'y a pas de minimum à cotiser, ça évite les doublons. Et en parallèle de ça, on va pouvoir du coup prendre des dividendes. Les dividendes, c'est très simple, c'est le bénéfice de votre entreprise, de la société, enfin d'exercice comptable, vous allez pouvoir vous verser ce bénéfice-là en tant que dirigeant. Les dividendes sont soumis en SASU à la flat tax qui est de 30%. Donc en fait, vous payez 30% impôt sur le revenu compris dedans, et donc il reste 70% net dans votre poche. Par contre, si vous souhaitez vous rémunérer, prendre un salaire sur du coup la société, sur la SASU, il faut savoir que vous êtes au régime général des salariés, statut cadre. Donc c'est la meilleure protection sociale qui existe en France, mais ça a un coût. Pour ça, vous allez avoir des cotisations sociales qui vont être à hauteur de 75% sur le salaire net que vous allez prendre. C'est la forme de société qui est également flexible pour les statuts de la société. On va pouvoir du coup les modifier facilement et on va pouvoir aussi accueillir des investisseurs, des nouveaux associés plus simplement que le URL qu'on va voir juste après. L'autre statut de société qui existe en France, c'est le URL. On parle également de SARL lorsqu'on est au minimum 2 associés. C'est un statut qui est ultra avantageux, qui est plutôt adapté lorsqu'on souhaite se rémunérer, prendre du coup du salaire régulièrement au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est au régime des indépendants d'un point de vue social et on va payer des cotisations sociales moins élevées qu'en SASU. On est à hauteur de 45% en EURL sur le salaire net que vous allez vous verser. La partie sociale est assez souple, pas de fiche de paye du coup à réaliser, vous vous versez du salaire quand vous le souhaitez. L'URSSAF vous appelle sur une base, du coup un barème établi de leur part au démarrage, que vous pouvez également vous réestimer en fonction du salaire réel que vous prenez, de la rémunération. Et ensuite, l'URSSAF se base sur votre déclaration d'impôt sur le revenu pour regarder ce que vous avez réellement pris et régularise si vous avez trop ou pas assez payé tout au long de l'année. Et également, sous ce statut, à la base, vous êtes à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de rémunération, votre résultat est votre base imposable d'un point de vue social avec l'URSSAF comme d'un point de vue impôt sur le revenu perso. Par contre, en EURL, vous avez le choix de l'impôt sur les sociétés qui vous donnera du coup cette notion de rémunération sur lequel vos cotisations et votre impôt sur le revenu sera calculé directement. Et donc, sous ces deux statuts de société, enfin plutôt 4 quand on parle de la SASU, de la SAS, de l'EURL et de la SARL, c'est que vous allez créer une personne morale, c'est-à-dire que vous personnellement, vous allez être dirigeant uniquement. On va pouvoir séparer du coup votre patrimoine personnel du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que en tant que dirigeant, vous allez être responsable uniquement à la hauteur de votre apport, c'est-à-dire le capital social, le capital de démarrage. Bon, vous l'avez compris, il n'existe pas de statut parfait en France. Par contre, chaque statut sera adapté à votre situation propre à vous. En vous posant les bonnes questions dès le départ, vous évitez les pièges et mettez toutes les chances de votre côté pour démarrer sereinement votre activité. Mais choisir son statut n'est qu'une étape parmi d'autres. Une fois cette décision prise, comment transformer votre idée en une entreprise bien structurée, prête à se lancer sur le marché? Première étape, valider son idée et entreprendre pour la bonne raison. Pourquoi voulez-vous entreprendre? Quelle valeur apportez-vous au marché? Êtes-vous prêt à affronter les hauts et les bas d'une aventure entrepreneuriale? Deuxième étape, étudier son marché. Quelle cible? Quelle niche? Définir une stratégie claire, anticiper les coûts et les besoins financiers, évaluer la viabilité économique du projet, chercher des clients dès le début et sécuriser des revenus récurrents. Troisième étape, construire un plan financier. Donc là, vous allez devoir établir un prévisionnel. Et avec celui-ci, vous allez pouvoir du coup chercher des financements. Pour ceux qui veulent investir tout de suite, un crédit pro auprès d'une banque, par exemple. En fonction de votre secteur d'activité, vous allez également potentiellement être éligible à certaines aides de l'État. Et si vous voulez tester votre marché avant de vous lancer, vous pouvez également tester le crowdfunding. Et si jamais vous avez un projet scalable, vous pouvez également faire appel à des investisseurs. Pour la quatrième étape, on va rédiger les statuts juridiques et immatriculer votre société. Après avoir choisi le statut juridique, on va démarrer en rédigeant les statuts du coup de la société. On va rédiger les statuts de votre société. On va préparer le dossier pour l'envoi auprès du greffe qui va immatriculer votre société avec toutes les informations nécessaires pour nous envoyer par la suite l'extrait cabis qui est le document officiel qui vous permettra du coup de démarrer votre activité. Cinquième étape, une fois que vous avez votre cabis, vous allez pouvoir ouvrir votre compte bancaire professionnel. Et c'est sur ce compte-là que vous allez pouvoir déduire vos dépenses, vous allez pouvoir payer les frais de votre activité ainsi que les cotisations sociales ou encore encaisser votre chiffre d'affaires. Et la dernière étape, c'est de pouvoir par la suite gérer vos obligations administratives et fiscales de la société. Par exemple, vous allez avoir vos déclarations de TVA. Vous aurez également le bilan en fin d'année à réaliser, la liasse fiscale, vous aurez la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc voilà, c'est toutes ces obligations-là au quotidien que vous allez devoir réaliser pour votre société. Se lancer dans l'entrepreneuriat est une aventure passionnante, mais la première année peut être décisive. Beaucoup d'entrepreneurs commettent des erreurs qui auraient pu être évitées avec un peu plus de préparation et d'accompagnement. Voici les clés pour réussir votre première année et éviter les pièges les plus courants. Se lancer sans vision claire. Vous allez devoir définir vos objectifs, à court terme comme à long terme,
Le premier piège, c'est se lancer sans vision claire. Et pour cela, vous allez devoir définir vos objectifs à court et long terme pour structurer le bon développement de votre activité. Vous allez devoir également connaître votre marché, votre cible, votre positionnement pour éviter de vous disperser. Vous posez également les bonnes questions avant de vous lancer. Pourquoi ce projet? Quels sont mes atouts? Quels problèmes vais-je résoudre? Autre erreur, ne pas chercher de clients ou de fournisseurs fiables avant de vous lancer. Je vous conseille de tester votre marché le plus tôt possible en validant votre offre auprès des premiers prospects. Également, diversifier sa clientèle pour ne pas dépendre d'un seul client, ce qui pourrait fragiliser l'entreprise en cas de rupture de contrat. Et sélectionner également des fournisseurs fiables en fonction de la qualité des produits, de la marchandise, en fonction du délai de paiement, en fonction des tarifs proposés. Une autre erreur, c'est de ne pas se faire accompagner. Et pour éviter cela, c'est important de se faire accompagner par un expert comptable qui va vous aider à structurer votre activité, optimiser vos finances et éviter des erreurs administratives. Et justement, au sein de notre cabinet, on propose un accompagnement sur toute cette partie administrative. Également, vous pouvez vous appuyer sur des structures d'accompagnement comme des incubateurs, la CCI, la BGE ou encore France Travail. Et autre point important et souvent négligé, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Vous allez pouvoir apprendre de leur expérience et éviter les pièges classiques. Et l'autre erreur qui va également avec ne pas se faire accompagner, c'est négliger sa comptabilité et l'optimisation fiscale. Il faut tenir un suivi rigoureux de vos finances pour anticiper vos besoins, vos dépenses et les obligations administratives. Ne surtout pas attendre la fin d'année pour tenir votre comptabilité. Un suivi régulier vous évitera les mauvaises surprises. Et également travailler avec un expert comptable qui peut vous aider à optimiser la fiscalité et réduire vos dépenses. Autre point souvent mis de côté, c'est sa présence en ligne et l'acquisition client. Aujourd'hui, créer sa présence en ligne dès le départ, c'est obligatoire. Quand je parle de présence en ligne, c'est les réseaux sociaux, le référencement naturel, ça peut être également la création de votre site web. Également, on va utiliser le bouche à oreille, le réseautage pour faire connaître son activité auprès des personnes que l'on connaît déjà. Et autre point important, c'est de mettre en place une stratégie d'acquisition combinant la publicité, la prospection et les partenariats. Et la dernière erreur, c'est de manquer de flexibilité et de ne pas adapter son projet. Pensez régulièrement à analyser vos résultats et à adapter si besoin votre positionnement. Également, acceptez de pivoter votre offre si la demande du marché évolue. Et surtout, être attentif aux tendances et aux besoins des clients pour rester compétitif. Te voilà, clé en main pour créer ton entreprise en 2025.